Donc, je suis député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis. Si je vous dis ça, c'est parce que à Seine-Saint-Denis, il y a le Red Star. Et en lien avec le rachat du Red Star par une société qui pratique Seven Partners, qui États-Unis, qui pratique la multipropriété, notamment alimentée par des fonds de pension. C'était, j'allais dire, assez antinomique avec l'ADN du club et des supporters. Et donc, on a discuté ensemble et c'est eux qui m'ont mis sur la piste d'un travail qui interdirait la multipropriété. Alors, on a commencé les auditions depuis un certain nombre de temps. Donc, pour aller vite, et pour être tout à fait transparent, moi, mon objectif, c'est euh, de redonner au sport sa place centrale, que j'estime globalement dans le milieu du monde du foot, qui est un sport que j'adore, que j'estime un peu trop préempté par, disons, pour aller vite, la finance, éventuellement des fonds spéculatifs, et qui peuvent, au bout d'un moment, j'allais dire, contrarier encore plus l'équité sportive et l'exception que doit rester le football dans le cadre marchand dans lequel on vit. Alors l'idée n'est pas évidemment de l'exclure, c'est pas ça l'idée. Je suis pas en train de construire un projet qui vise qui est plus sport professionnel et autres, c'est pas ça la question. Mais disons hein, de définanciariser en partie le foot, en tout cas au moins de faire en sorte que les décisions reviennent aux entités sportives et ne soient plus dépendantes de propriétaires qui n'ont qu'un rapport très éloigné avec le sport et qui parfois ont un rapport purement spéculatif et encore pire quand c'est dans de la multipropriété où on voit bien que les intérêts de tel ou tel club peuvent être assujettis des intérêts de groupe qui sont parfois contradictoires avec l'équité sportive. Bon, je résume, c'est comme ça qu'on est venu à ça. Donc, je sais que, en théorie, la multipropriété est interdite dans le cadre français par le Code du sport. Théoriquement, un club ne peut pas être détenu par un même propriétaire dans le cadre français. Par contre, le problème, c'est que maintenant, c'est largement possible qu'un club français soit détenu par un même propriétaire dans le cadre européen, bon, ce qui est déjà problématique. Et puis, on s'aperçoit même qu'à travers les auditions, par des biais variés, il peut aussi arriver à ce que des actionnaires aient finalement des actions dans plusieurs clubs français en même temps. Donc, tout ça, l'idée, c'est de savoir comment on arrive à en finir avec ça. Et du coup, et je vais terminer là-dessus, c'est rajouter un deuxième thème qu'on a vu monter, que j'ai vu monter à travers les auditions, alors, qui a par exemple été assez central dans la dernière audition que j'ai faite avec les sociaux il y a quelques jours, qui est finalement le thème de à qui appartient un club, c'est-à-dire qui a un pouvoir dans un club. Est-ce que c'est uniquement un partenaire financier avec parfois les défauts que je viens de décrire, ou est-ce qu'il y a une manière de limiter, de contrecarrer, de contrebalancer ça bon, il y a les exemples allemands du 51 qui laissent une majorité aux entités sportives. Il peut y avoir des pistes sur des comités de surveillance dans lesquels s'incluent également les supporters. Enfin voilà, il y a manifestement dans la proposition de loi que j'imagine, il y aura sûrement un volet sur multipropriété, mais je pense qu'on devra aborder un volet sur la question du pouvoir dans les clubs de foot professionnels. Ça me semble assez évident maintenant. On a fait beaucoup d'auditions, je crois qu'on en est à près de la 20e, des économistes, des institutions du club, du foot. On a auditionné le président de la Fédé, des supporters. Vous devez être, je crois, les quatrièmes groupements de supporters qu'on rencontre, des clubs, enfin, etc. C'est une proposition de loi qui se veut transpartisane. Il y a des députés républicains qui sont dedans, des députés de la NUPES, des députés, en tout cas qui s'y intéressent, on verra bien s'il l'a signé à la fin, mais des députés de la majorité comme Stéphane qui est ici présent. Et très franchement, j'ai été puisé un peu dans le vivier de l'équipe de l'Assemblée nationale pour rien vous cacher sur ce cadre-là, parce que je pense que ça peut être une loi transpartisane. Et mon idée serait éventuellement d'arriver à un texte qui pourrait, par exemple, rentrer dans le cadre d'une semaine de l'Assemblée, c'est-à-dire
l'objectif, c'est de faire un texte qui passe, quoi. Voilà, pour rien vous cacher, et pas seulement une affirmation partisane de ce que voudraient les uns et les autres. Voilà, c'est dans ce cadre-là que je vous ai proposé de dire, c'est une idée de Stéphane. Donc du coup, avant de vous donner la parole, je vais demander à Stéphane s'il veut dire quelques mots, qui, lors d'un voyage, m'a dit, Cameroun m'a dit le plus grand bien de ce que vous faites à Rodez, que je ne connaissais pas. Et donc, c'est bien volontiers que j'ai répondu à son idée. Voilà. Stéphane, si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on écoute nos invités. Très rapidement, merci Eric. Merci pour ce propos introductif et d'avoir replacé donc cette audition dans le cadre de son contexte. Effectivement, c'est lors d'un échange que j'ai pu avoir avec Eric et quand j'ai pris connaissance des travaux qu'il menait, que j'ai jugé intéressant que vous puissiez, vous, les représentants du club de Rodez, être auditionnés parce que finalement, vous êtes un peu. C'est une singularité, Rodez, hein. C'est un des seuls clubs professionnels Ligue 1, Ligue 2 à avoir 100% de capitaux français avec des actionnaires très identifiés. Voilà, et c'est un petit club avec un petit budget bah, qui fonctionne voilà, très en lien avec son territoire et avec l'écosystème que l'Aveyron peut offrir. Voilà, donc c'était à ce titre que ça me paraissait important qu'on puisse entendre aussi la voix de petits clubs professionnels qui font actuellement des miracles avec peu de choses, mais qui arrivent effectivement à porter une belle image du football. Donc voilà, donc je leur laisse dérouler. Alors, hier soir, on avait la soirée des partenaires du Rodez Aveyron Football, donc on a eu l'occasion de discuter avec Guillaume et Grégory, qui appréhendaient un petit peu cette réunion. Je leur ai dit, moi, d'être très, très, très spontané, très authentique dans leurs propos et de raconter simplement ce qu'ils font au quotidien à Rodez. Ok, bah écoutez, donc appréhendez surtout pas. On est voilà, on est Ah, la cool. voilà, exactement. Mais de ce point de vue-là, je crois qu'on se ressemble assez avec Stéphane, même si on ne partage pas forcément toujours les Exactement. mêmes idées. Donc, il n'y a pas de souci. Vous voyez quelqu'un apparaître, c'est Dimitri Manezis, qui est mon collaborateur qui suit, qui est un supporter du Red Star, qui a écrit d'ailleurs sur un joueur célèbre du Red Star, qui est Rino Della Negra, membre de la MOI, et qui est mon collaborateur qui suit cette profession. Donc, vous étonnez pas qu'il soit là, c'est pour prendre des notes. Guillaume, Grégory, je vous laisse la parole, celui qui veut commencer en vous présentant au départ. Merci. Allez, merci à tous les deux. Je suis Guillaume Laurence, directeur développement du Rodez Aveyron Football. Merci de nous consulter. On est toujours honorés d'être consultés et que notre voix soit entendue et prise en compte. Donc, déjà, merci pour ça. C'est vrai qu'au départ, on a été un petit peu surpris parce que c'est un sujet qui nous apparaît un petit peu lointain. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on pouvait amener notre pierre à l'édifice en parlant de notre modèle, de notre fonctionnement, de nos convictions. Et donc, c'est pour ça qu'on a accepté avec plaisir l'invitation. Je vais donner la parole à Greg qui va nous rappeler peut-être le contexte un peu historique de notre club. Merci Guillaume. Merci tout d'abord de nous inviter. On va essayer d'être représentatif de ce qu'on fait à Rodez. Grégory Ursus, je suis le manager général de ce club depuis 2011, natif de Rodez. Et du coup, attendez, tac. Natif de Rodez, ayant évolué dans ce club étant jeune, et puis revenant un petit peu me réinscrire dans le territoire à la fin de ma carrière. Nous, le contexte historique de ce club, c'est qu'un club qui a 95 ans cette année, qui a toujours été inséré dans son territoire, de par sa localisation, tout d'abord son stade, qui a toujours resté en hyper centre-ville de Rodez et qui l'est toujours aujourd'hui dans son projet d'agrandissement et de rénovation. Et c'est un club qui est situé sur un territoire rural. On se projette aujourd'hui plus dans un club territorial qu'un club de ville. Aujourd'hui, la ville de Rodez, c'est 25 000 habitants, 70 000 70 000 habitants sur l'agglo et 280 000 dans le département. Et on a toujours eu la possibilité et l'immense honneur d'avoir
des supporters de tout ce territoire, voire des départements limitrophes, Cantal, Lot, Lozère et Tarn. C'est pour ça qu'on se pose comme un club territorial. Quand on a dit ça, on a déjà dit beaucoup de choses parce que dans notre, on va dire, direction, dans notre gouvernance, il y a toujours eu des entrepreneurs locaux, des dirigeants locaux très attachés avec leur territoire qui ont été à la tête de ce club et qui ont permis cette forte identité. On a dû forcément, on a eu des aléas sportifs tout au long de cette histoire. On a eu des moments très heureux à la fin des années 80, début des années 90. Puis après, un replat, on va dire, au niveau sportif. Et jusqu'à ces 5 dernières années, on a la chance de réapparaître dans le football professionnel, qui est devenu très compétitif, comme vous le disiez. Mais on a essayé de garder notre identité et garder notre façon, notre gouvernance de voir le football. Aujourd'hui, on est enclavé, on va dire, entre Toulouse et Montpellier, au sud de l'Occitanie, et en dehors de l'Occitanie, mais juste au-dessus, Clermont-Ferrand, qui sont les mégapoles qui entourent. On est dans ce triangle, on va dire. Et on doit exister dans cette concurrence, qu'elle soit économique, démographique et au niveau sportif. Donc voilà un petit peu pour décrire un petit peu notre club. Notre actionnariat est fait de 19 actionnaires locaux en lien avec le territoire, dans l'association, parce qu'on est sous une entité juridique à côté de l'association qui est une SASP, qui a été créée en 2003 et dont l'association fait partie prenante. Aujourd'hui, il y a 87 salariés, 8 millions de budget. Notre modèle, il est fait sur l'exploitation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de trading pour le moment et on essaie d'équilibrer les budgets avec les produits d'exploitation que nous générons. Et bien, du coup, on a des charges d'exploitation qui viennent incomber notre budget. Et on le fait toujours en respectant l'équilibre financier parce que voilà, les 19 actionnaires locaux n'ont pas forcément la surface financière de pouvoir venir, en cas de grosses problématiques, combler ce déficit. Donc, on a une gestion prudente de notre club et pour l'instant, on exclut tout ce qui est mutation de joueurs dans notre financement de club. Euh, on y réfléchit parce que ça permettrait, lorsqu'on vend des joueurs, d'accélérer notre structuration de club, mais elle n'est pas du tout composée, prise en compte dans la composition de notre budget initial. On est, comme beaucoup de clubs territoriaux et provinciaux, dépendants enfin, des droits télé à 65%. On a un budget qui a oscillé, c'est pour ça que je vous ai dit 8 millions d'euros, mais entre 6,5 millions à notre arrivée en Ligue 2 jusqu'à 9 millions l'an dernier. Donc, moyennement, on est à 8 millions d'euros. Il y a 65% de droits télé à peu près, et 10% d'aide directe des collectivités, ce qui est quand même assez important pour notre budget. Et ensuite, on développe avec notre exploitation les revenus commerciaux à hauteur de 25%. Et notre objectif à terme, c'est de réduire cette partie des droits télé pour aller vers l'exploitation. Et notre stade qui est en train de sortir de terre aujourd'hui et dont on a une demi-exploitation va nous permettre de dégager ces produits financiers pour étaler et agrandir notre surface d'exploitation. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur notre organisation de club. Et comme nous sommes une entreprise de service, il y a 87 salariés, comme je vous le disais, et forcément la masse salariale représente environ 45% du budget, la masse salariale brute. Si on y rajoute les contributions sociales et les cotisations, on est à 63% du budget. Et nous, ce qu'on veut, c'est devenir de plus en plus indépendant par rapport à cette masse salariale et indépendant par rapport à ces droits télé. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'organisation du club. Je ne sais pas si vous avez des questions sur notre philosophie. Voilà, j'ai regardé quelques auditions précédentes et on partage une vision, c'est que on a un bien commun territorial. Le club de la ville, le club
du Rodez Aveyron Football appartient à sa ville, à son département, à son territoire. Et nous, on n'est que des acteurs locaux qui permettent de poursuivre cette aventure. Mais on le considère comme un bien commun. Et je crois qu'il y a une expression qui avait été prise, c'était un bien commun territorial vivant. Et je pense que cette spécificité à la fois sportive, mais aussi historique et culturelle, pourrait avoir un statut dans lequel on pourrait trouver des possibilités de financement spécifiques euh, au, au- au même titre que l'art, au même titre que la culture, etc. Étendre un petit peu le champ de financement de ces clubs à partir du moment où on reconnaît qu'ils ont ce- cette spécificité. Ouais, alors c'était je rends à César ce qui appartient à César. L'expression vient des sociaux, hein, c'était la dernière audition, mais je pense que vous connaissez leur histoire, c'est-à-dire qu'ils sont venus au secours du club qui avait été mis à mal justement par des fonds de pension pour sauver Sochaux, et c'est eux qui nous ont donné cette idée que je trouve effectivement très intéressante à exploiter, à explorer. Oui, j'ai des questions à vous poser. En fait, là, vous m'avez parlé de votre modèle, on va dire, très, comment dire, qui vise à garder un équilibre budgétaire et à ne pas être dépendant finalement de sources de financement qui peuvent être aléatoires ou qui pourraient mettre en difficulté le club. Euh, vous m'avez parlé de 19 actionnaires locaux. Vous pouvez revenir là-dessus? Comment ça se passe? C'est un club? C'est quoi? Comment ça se passe? Alors, le statut juridique de notre club, c'est une société anonyme sportive professionnelle. Donc, vous savez, depuis la loi de 99, il y avait plusieurs possibilités de création de sociétés à l'époque qui partaient de la SEM en passant par la SAOS. Et la SASP était là, on va dire, l'émanation la plus libérale de ces structures. Aujourd'hui, avec l'association qui était membre de cette entité juridique. Et ensuite, c'est des parts sociales portées par des personnes privées et qui font partie de ce club. Et ensuite, on aurait eu la possibilité, ou on a encore la possibilité, de modifier ce statut de SASP à SAS, ce qu'ont fait beaucoup de clubs de notre échelon, pour plus de liberté, on va dire, de gestion et plus de facilité d'appel à l'actionnariat extérieur. Ça n'a pas été notre choix parce qu'on n'en a pas eu le besoin et qu'aujourd'hui, on arrive à gérer en bon père de famille cette entité juridique. Et voilà, c'est 19 actionnaires en nom propre, local, et qui ont lien de près avec de plus ou moins près, mais avec ce territoire. D'accord. Et est-ce qu'il y a, dans ces actionnaires, est-ce que, il y a des partenaires financiers ou sponsors ou on considère que c'est autre chose? On a la spécificité d'avoir certains partenaires qui sont aussi des acteurs locaux, des industriels ou des chefs d'entreprise locaux, et du coup qui sont aussi sponsors du club pour de la visibilité, de l'hospitalité, etc. Mais il n'y a pas de lien précis entre leur actionnariat et leur sponsoring ou leur intérêt de visibilité avec ce club. Ils sont venus pour participer à un projet local, territorial. Et c'était ça leur première philosophie, leur première idée. D'accord. Quel est votre rapport avec les collectivités? Elles font partie de cette structure? Comment ça se passe? Alors, le rapport avec les collectivités est assez évident pour nous parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, on a une structure financière qui est menue par rapport aux autres équipes de notre échelon. Et donc, elle participe à hauteur de 10% à peu près du budget, mais aussi elle participe par à la création d'infrastructures, c'est-à-dire toutes les aides indirectes. Aujourd'hui, le stade est un bien de la ville de Rodez. Les travaux sont portés à 100% par la ville de Rodez. Les terrains d'entraînement sont propriété de la ville de Rodez et de l'agglomération. Et donc, du coup, on est en lien direct avec eux et on est au même titre que sur l'intérêt général porté par ce territoire.
D'accord. Alors, comment ça, justement, qu'est-ce qui, entre guillemets, vous protège de l'arrivée de fonds de pension, de partenaires de sponsors faisant de la multipropriété? En fait, c'est le fait que vous êtes finalement, à travers cette SASP, l'entité sportive finalement est décisionnaire, si je comprends bien, hein, avec mais par exemple, sur les actionnaires dont vous parlez, vous avez un droit de regard sur ceux qui veulent rentrer? Comment ça se passe? Oui, dans l'actionnariat, c'est-à-dire que si c'est un conseil d'administration, comme dans toute société, il y a des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Et si, il y a une velléité de faire rentrer des actionnaires, elle doit passer devant ce conseil d'administration. Et du coup, elle est soumise au vote, comme dans toute société, avec plus ou moins de pourcentage de part sociale, de part de la société dans cet actionnariat. Et une décision est prise euh, par rapport à ce pourcentage de vote. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été la, la- la dynamique d'ouvrir cet actionnariat. On est plutôt à essayer de le, de le maintenir et de lui porter une forte identité plutôt que de l'ouvrir. Mais je n'ai pas de boule de cristal. Peut-être que dans l'avenir, on sera dans l'obligation de l'ouvrir pour des raisons structurelles, de développement structurel et financier parce que l'ensemble de ces actionnaires ne pourront pas porter à eux seuls le développement de notre club pour le développement des fonds propres, etc. Mais aujourd'hui, notre modèle est de créer de la valeur par l'exploitation, par le résultat d'exploitation, pour augmenter les fonds propres et devenir indépendant. Aujourd'hui, on y arrive. On a un grand espoir avec l'arrivée de ce stade de développer encore ses moyens et de permettre une meilleure structuration à la fois des ressources humaines et aussi de l'infrastructuration de notre club. Vous avez dit tout à l'heure, c'est une gestion de bon père de famille. Et jusqu'à, vous m'avez donné votre budget, hein, 8 millions d'euros. Vous pensez que dans le cadre du football tel qu'il est aujourd'hui, c'est un modèle qui peut intéresser des clubs jusqu'à quel niveau? Autrement dit, est-ce que finalement c'est un modèle qui pourrait être dupliqué, alors avec des budgets évidemment différents sur tous les clubs, ou est-ce que vous pensez que bah, je vais pas c'est pas péjoratif ce que je Hmm. dis, mais est-ce que c'est un modèle plutôt PME que grosse cylindrée du foot? Comment vous voyez ça? Ouais, tout à fait. Nous, on est une PME. On se targue parfois d'être une start-up territoriale, en fait. Donc, on est là pour être compétitif sportivement, mais sans se mettre en danger financièrement. Je crois qu'il y a des modèles qui existent en Ligue 1 à l'étage dessus, je prends l'exemple de Reims, je prends l'exemple de Brest, où il y a des gros entrepreneurs locaux qui ont permis la croissance de leur club. Et il y a d'autres modèles aussi qui existent, mais je pense qu'il y a ce modèle de petite PME peut exister à partir du moment où il se met pas en danger financièrement et il est inventif et qu'il est innovant sur la façon de travailler. Euh, et ce qui fait qu'on nous sommes là aujourd'hui, c'est l'aléa sportif. Et aujourd'hui, si on arrive à lisser cet aléa sportif par de la connaissance, de la compétence, du réseau, par de l'expérience aussi, de l'empirisme. Je me dis que c'est un modèle qui peut être viable, à condition de ne pas vouloir faire comme les autres, à condition d'établir un nouveau modèle, à condition de pas faire une course à l'échalote financière, parce qu'on sait que là, par contre, on sera complètement pas compétitif. Donc ça pourrait être un modèle viable, y compris par exemple pour être en première division. Oui, oui, comme je vous l'ai dit, je pense que Brest-Lay, euh, Reims-Lay, il y a d'autres exemples de clubs Montpellier-Lay. Voilà, je veux dire, il y a des gros entrepreneurs à leur tête qui s'y investissent totalement et qui sont insérés localement et territorialement. Et je pense que c'est des modèles qui pourront se pérenniser dans l'avenir, à condition qu'on puisse
trouver une équité sportive dans ce championnat et une distribution des revenus via les droits télé qui soient équitables également, etc., par rapport à la notoriété, par rapport au territoire et faire d'une exception territoriale, donc ce bien commun, comme on disait tout à l'heure, territorial, peut-être faciliter les financements de ce genre de club pour être compétitif. D'accord. Du coup, j'ai une dernière question, puis après je passerai la parole à Stéphane. Qu'est-ce qu'il vous faudrait, à votre avis, d'un point de vue pourquoi pas des législatifs, mais sinon au moins des règles de fonctionnement du foot professionnel pour faciliter justement l'émergence de ce modèle? Qu'est-ce que vous auriez besoin? Qu'est-ce qui- voilà, qu'est-ce qu'il faudrait sur la table? Mais déjà, pour que ça soit assez clair, de par mon éducation, je suis assez solidaire du modèle français. C'est-à-dire quand je ne suis pas là pour dire en Europe, les contributions sociales et les charges patronales sont trop élevées. C'est pas du tout ça que notre volonté, c'est plutôt de savoir d'aller chercher des produits. C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'on soit une entité sportive de bien commun territorial, est-ce qu'on ne pourrait pas élargir ce qui existe sur les associations, le mécénat, c'est-à-dire que vous venez en sponsoring sur des codes APE ou des codes NAF spécifiques de ce genre d'entité, mais vous bénéficiez de favoritisme fiscal ou etc. pour justement participer au développement de ce territoire, de ce club, parce que je pense que c'est un cercle vertueux et qui aussi défend les territoires et qui nous donne aussi une grosse visibilité au niveau national. Le sport a cette puissance, et le football en particulier, de nous donner une visibilité au niveau national qu'on n'aurait pas pu obtenir malgré de très belles sociétés aveyronnaises. Euh, voilà, le sport a une visibilité dans laquelle tout le monde peut se retrouver. Vous parliez tout à l'heure des droits télé. Vous pensez qu'il y a des choses à modifier? Pour l'instant, nous sommes en Ligue 2 et la répartition des droits télé est assez équitable et c'est du fait que ce championnat soit assez attractif et assez indécis. Je crois qu'il y a un rapport de 1,42 sur la répartition des droits télé. Donc, je pense que c'est assez équitable. En Ligue 1, c'est un peu différent parce que il y a quand même des locomotives qui tirent le championnat de France. Il faut qu'ils soient aussi, ils ont une volonté d'être compétitifs au niveau européen. Et donc, les droits télé sont un peu plus euh, inéquitables, je dirais, ou répartis. Je crois que le ratio est beaucoup plus important. Il est entre 3 et 4. Donc, du coup, c'est vrai que la répartition des droits était une chose, mais je pense qu'on ne peut pas se cacher sur ça parce qu'on connaît les règles en arrivant. Donc, il faut trouver des moyens de, avec les règles existantes, de trouver un nouveau modèle pour être compétitif sans vouloir forcément redéprécier ces droits télé ou cette répartition. D'accord. Stéphane, tu poses des questions, ou peut-être Ouais, apporter ton témoignage, hein, ouais, enfin, je trouve que ce qui a été décrit par Grégory est vraiment la façon dont ce club est perçu dans le territoire, hein. Et je crois qu'en fait, c'est vraiment souvent les clubs de très haut niveau, donc ben, ils ont le club avec une société privée qui fait du business. Et puis après, il y a la fondation qui est beaucoup plus dans une dimension citoyenne, sociale, etc. Là, c'est le tout. C'est-à-dire que nous, à Rodez, c'est le club ben, qui essaie effectivement d'être très raisonnable sur le plan financier pour pouvoir continuer donc, à exister. Et on ne dépense pas ce qu'on n'a pas. On ne compte pas sur le gros coût qu'on pourrait faire au niveau transfert pour pouvoir donc boucler le budget à la fin de l'année. Voilà, donc c'est vraiment une gestion bon père de famille. Et c'est à la fois cette entité-là qui est voilà, très influente sur le territoire. Rodez, bien sûr l'aglo, mais tout l'Aveyron, hein. Et au-delà, comme cela a été dit par Grégory, parce qu'il y a un grand désert de football quand même entre Clermont, Toulouse et Montpellier. Et on a vraiment voilà, une société qui est empreinte de sa responsabilité sociale dans le territoire. Elle est très citoyenne. Et voilà, et comment peut-être ce modèle-là, on peut le valoriser, c'est-à-dire comment on peut valoriser
cette capacité qu'on a à créer du lien, à créer des moments d'émotion, de cohésion, etc. Voilà. Il n'y a que ça, hein, c'est-à-dire que ce qu'on peut valoriser, nous, c'est ça. Euh, qu'on- qu'on- Sinon, effectivement, on peut, pourquoi pas, se vendre à l'extérieur, mais ça sera autre chose, parce qu'on sera moins, effectivement, dans l'écosystème. Alors, c'est vrai que c'est ce que me disaient aussi Guillaume et Grégory hier soir, c'est-à-dire qu'ils me disaient, mais nous, finalement, c'est notre modèle aujourd'hui, il correspond à l'écosystème, mais si demain, on a un pays, un Saoudien qui vient frapper à la porte du club en disant, moi, je suis prêt à le reprendre, ce club, est-ce que cet écosystème, finalement, va pas préférer ce modèle-là qui va lui faire briller les yeux avec des perspectives de monter en Ligue 1 ou Ligue des Champions? Et moi, je ne crois pas, justement. Je crois que ce qui fait la force de ce club, c'est qu'il soit en totale adéquation avec son environnement. Je pense que la Greffe, elle ne prendrait pas. Ce serait hors sol. Ça, c'est quand on veut faire de l'élevage ou de l'agriculture hors sol. Ça prend pas, quoi. Là, on a vraiment quelque chose de très identitaire. Moi, c'est vrai que quand je pense que la perspective d'avenir de ce club, et déjà ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on retrouve effectivement avec, au Pays Basque, avec des clubs très identitaires. Voilà, je pense qu'il faut jouer cette carte-là. Et il faut même que ça devienne presque aussi un lieu de destination pour ceux qui ont envie d'aller dans un stade très identitaire. Aller au Restart, même quand on n'est pas parisien ou qu'on n'est pas de ton département, on y va pour vivre cette expérience-là. Je pense que Rodez, c'est aussi ce modèle-là. Voilà. Ouais, moi, je vais vous faire peut-être réagir là-dessus, au-delà de votre expérience, Guillaume et Grégory, mais euh, l'objectif, il est à la fois de trouver, de valoriser ce type de modèle, et donc pourquoi pas lui donner des avantages, hein. J'entends ce qu'a dit Grégory, hein, sur pourquoi on ne pourrait pas imaginer que dans le foot, il y a, un peu comme l'exception culturelle, il y a des exceptions qui pourraient être labellisées, qui pourraient donner, pourquoi pas, bien commun territorial vivant. Je trouve que c'est vraiment un beau terme qui est apparu, et qui pourrait donner un certain nombre d'avantages. Mais à l'autre bout, très clairement, la proposition de loi, elle vise aussi à limiter les excès, c'est-à-dire à limiter, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours favorable pour le club, hein, parce que Sochaux, ils en sont là parce qu'ils ont eu à un moment donné une arrivée de fonds de pension qui a laissé le club exsangue. Donc à limiter aussi justement la possibilité à un moment donné pour un financier qui a des intérêts qui ne sont pas seulement sportifs. Alors toi, tu citais l'Arabie Saoudite, donc ça peut être extrêmement des États. Puis il y a d'autres moments dont on voit bien des fonds de pension, etc., de pouvoir rentrer aussi facilement dans le football et de déséquilibrer, y compris l'équité sportive du football, ce qui est aussi un problème, parce que là, on a parlé de comment on y arrive financièrement. Donc j'ai compris de ce que disait Grégory, c'est que le modèle que vous préconisez, il peut vivre en première division. Là, je l'entends, mais il y a un moment, il faut aussi que on puisse considérer que l'équité sportive reste quand même la plus forte possible, que tout est possible. Et pour tout est possible, bah, il faut peut-être limiter certains excès, ou en tout cas certains excès que j'appellerais spéculatifs, et surtout certains excès spéculatifs qui en réalité prennent possession d'un club. Voilà. C'est pour ça que nous, il y a des réflexions là-dessus, sur par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas des conseils de surveillance des clubs qui ont le droit de veto et qui seraient l'entité sportive en tant que telle, qui pourrait limiter ce que pourrait faire tel ou tel financier. Je voulais vous poser une question, alors peut-être réagir sur ce que je viens de dire, Grégory, Guillaume, là, on est plus sur de la philosophie globale, mais qui n'est pas seulement liée à votre club. Et également savoir, j'ai oublié de vous le demander, quelle était la place des supporters dans votre modèle? Euh, je reviens sur la notion du bien commun parce que c'est une notion qu'on utilise depuis toujours, depuis que je suis impliqué au club, j'entends cette notion. Et du coup, je trouve que ça permet déjà une réflexion plutôt long-termiste qui évite les one-shot et les histoires comme on a vu à Sochaux par exemple. Donc le fait de pouvoir s'engager sur du long terme et, et ça incite aussi à un alignement avec, entre un président de club et son entraîneur, entre un président de club et ses salariés, mais aussi un alignement entre un club et son territoire et un club et ses supporters. On met le supporter au cœur de notre projet, à savoir
il n'y a pas une décision qui est prise sans imaginer sa réaction. On a une proximité déjà naturelle avec eux. Et du coup, euh, ça- c'est vraiment dans la notion de bien commun et d'alignement, il y a la notion centrale du supporter. Voilà. Et, et forcément, au quotidien, ça vous guide. Alors, vu que nous, ça fait longtemps qu'on est impliqué au club, ça en devient inconscient parce qu'on est pas des supporters, on doit avoir une distance un peu avec l'aspect émotionnel des choses, mais on connaît très bien nos supporters et, et on considère naturellement dans chacune de nos décisions ce qui serait leur avis, que ce soit sur les tarifs pour l'accès au stade, que ce soit sur la couleur des maillots, que ce soit sur le fait de se déplacer, de faire nos campagnes d'abonnement sur tout notre territoire, etc., etc. Donc c'est une place vraiment centrale et qui correspond à l'idée de bien commun qui est à la base. Grégory, vous voulez peut-être… Ouais, juste pour vous répondre sur l'aspect purement juridique, ils n'ont pas de place dans nos entités, on va dire, juridiques, que ce soit l'association ou la SCSP. Par contre, ils sont fondateurs dans notre état d'esprit, fondateurs dans ce qu'on est comme club. Je vous ai dit, on a 19 actionnaires locaux, dont l'association. Et ces actionnaires sont inscrits dans la vie du territoire, dans la vie de la cité, du département, etc. Et même si eux ne sont pas supporters directement, les membres de leur famille, leurs enfants, leurs contacts sont supporters. Donc, aucune des décisions n'est prise sans cette sensibilité. Mais il est vrai qu'ils ne sont pas au sein de notre organe de décision, conseil d'administration, etc., directement impliqués. Par contre, ils sont consultés régulièrement. Et aujourd'hui, on est dans notre jeune histoire de club de Ligue 2. Et du coup, cette euh, frange de supporters est en train de se créer. Et même s'il y avait un terreau, elle n'était pas fortement identifiée. C'est une volonté où ça ne s'est pas trouvé comme ça, qui n'en fasse pas partie, structurellement. Structurellement, lorsque les possibilités de rentrer à l'actionnariat se sont faites, ça ne s'est pas présenté, ni une volonté de nos supporters de participer à cette augmentation de capital ou cette répartition de capital. Et je pense que la plupart du temps, ces socios, ces supporters rentrent dans des périodes de crise comme on a pu le voir dernièrement. Et jamais dans une volonté de partage des valeurs, de partage du bien commun. Voilà, j'ai juste le seul exemple qui me vient, ça serait peut-être Guingamp avec ses supporters, mais qui représente une infime partie. Et après, comme je vous dis, après, c'est des situations de crise comme a pu connaître Bastia, comme a pu connaître Sochaux. Mais dans une volonté initiale, je ne crois pas que ça puisse exister. D'accord. Bah, écoutez, merci. Moi, j'ai eu apporté des confirmations et puis encore un peu plus d'ouverture sur le sujet qui tourne autour de notion de bien commun territorial vivant, y compris, pourquoi pas, avec des aspects pas seulement des aspects en positif dans la loi qui pourraient être réfléchis. Je compte bien sur Stéphane pour m'aider là-dessus, s'il est toujours d'accord. Si vous avez quelque chose à ajouter ou par rapport à l'audition, ça vous va? Déjà, vous remercier de nous avoir entendus. Vous dire que j'ai eu la chance de regarder les autres auditions et que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et juste de savoir que les instances sont sensibilisées à cette multipropriété et aussi au développement du sport et du football en particulier, c'est déjà un signe fort en cette année de Jeux Olympiques. Très bien, merci. Il est possible que, au fur et à mesure qu'on avance sur l'écriture rédactionnelle, on revienne vers vous pour vous faire réagir sur tel ou tel aspect, si ça vous, hein, soit moi, soit par moi, soit par Stéphane
mais il est possible. Il est aussi possible fortement que le Red Star monte en 2e division. Donc j'espère qu'on aura le plaisir de se trouver physiquement dans les travées de Boer, ou si Stéphane m'invite, j'irai bien volontiers à Rodez vous voir, voilà. Et puis vous découvrez votre maillot, je ne le connais pas, donc j'aurai le grand plaisir à le faire. Merci beaucoup en tout cas, Guillaume, Grégory, et puis merci Stéphane de cette idée et de ta présence. Merci Merci, beaucoup. Eric. Au revoir. Au revoir. Allez, revoir. à très bientôt. Merci.